Bonjour les anguilles, j'espère que vous avez apprécié ce petit florilège. Et sachez que vous pouvez revoir tous les cercles de culture qui viennent de défiler directement sur Google Earth. Toutes les coordonnées sont dans la description. Certains d'entre vous, même pas mal d'entre vous, attendaient cette vidéo. Tous petits complotistes que vous êtes. Et pour ceux qui ont raté un épisode, en fait j'avais déjà parlé des crop circles dans une précédente vidéo, une certaine sur Google Earth où on apprenait des trucs, mais le sujet n'avait été qu'effleuré. Et là, bah putain dit, on va rentrer dans le détail. Mais reprenons rapidement les bases pour les néophytes. C'est quoi un crop circle? Eh bien en français, cercle de culture ou agroglyphe, tout simplement un motif ou un ensemble de motifs visibles depuis le ciel directement dans des champs de culture, type blé, maïs, etc. Bon, au moins la définition est claire sur le sujet, mais c'est peut-être bien la seule chose qui est claire à ce propos. Et oui, puisqu'il y en a des mystères qui entourent les agroglyphes. On peut en trouver des milliers à travers le monde, mais en ce qui concerne leur origine, leur signification, personne ne semble être sûr à ce propos. Et il y a plusieurs hypothèses sur le sujet. Déjà, un nuage magnétique ionosphérique venu frapper les champs, ou aussi une arme secrète des militaires à base de rayons et testée directement dans les champs de pauvres agriculteurs, ou encore, bien sûr, des extraterrestres voulant nous faire parvenir des messages. Et il y a même aussi la théorie des druides des temps modernes, capable de plier le blé par la pensée. Oui, cette dernière théorie existe. Oui, je l'ai trouvée. Et bien sûr, la moins fun d'entre toutes, les humains avec des planches et des ficelles. Alors, aujourd'hui, les anguilles, on va essayer de tirer les choses au clair en allant vadrouiller dans les champs sur les traces des cercles de culture. Alors, d'où viennent ces étranges figures géométriques? Qui a bien pu faire de tels symboles? Peut-être une entité supérieure? Ne cherchez plus, j'ai la réponse à vos questions. Bon, pour ce coup-ci, pas besoin d'aliens pour faire des cercles de culture. Il suffit de prendre une planche de bois assez longue, d'accrocher 2 ficelles à ses extrémités pour la prendre en main et de marcher dessus à des intervalles réguliers. En tout cas, c'est la méthode qui a été utilisée plus d'une fois par Doug Bauer et Dave Charley, deux joyeux lurons amateurs d'art. Voilà. Et au passage, on nomme les gens qui réalisent des agroglyphes des faiseurs de cercles, ou circle makers. Donc en 1978, lorsque deux Anglais virent la passion que déclenchaient les agroglyphes, ils se firent une joie d'en faire régulièrement dans la campagne anglaise. Et on peut pas dire qu'ils en ont fait qu'un peu les saligots, puisque la plaisanterie aura quand même duré 13 ans, et ils ont réalisé à peu près 200 agroglyphes partout en Angleterre. Mais alors, pourquoi ont-ils continué à faire des cercles de culture tout le temps? Eh bien, en fait, l'explication est un peu trollesque, c'est-à-dire qu'en parallèle de ça, à mesure que les crop circles apparaissaient, il y avait tout un tas de scientifiques sérieux qui se mettaient à se creuser la tête sur le sujet pour essayer de trouver des explications à toutes ces anomalies et ces choses si mystérieuses. Et bah du coup, les faiseurs de cercles, ça les faisait bien rire, et du coup ça leur donnait envie de continuer pour voir jusqu'où on pouvait aller. Et on raconte d'ailleurs qu'ils prenaient un malin plaisir à écouter les céréalogistes, c'est-à-dire ceux qui étudient les agroglyphes, à se mettre à délibérer sur les crop circles, trouver des théories de plus en plus fumeuses, et puis eux, de leur côté, faire de nouveaux crop circles qui allaient à l'encontre de toutes leurs théories. Juste pour les faire chier. Mais la plaisanterie a commencé à devenir un petit peu amère lorsque le gouvernement anglais a lui-même envisagé de financer des recherches pour expliquer les fameux crop circles. Et donc du coup là, les plaisantins ont fini par avouer leur farce, en se disant sans doute qu'ils étaient allés un peu trop loin. Et c'était d'ailleurs peut-être le cas, puisque même lorsqu'après avoir avoué leurs méfaits, même si c'était des méfaits plutôt sympas, puisque les crop circles étaient quand même très beaux, certains experts des agroglyphes continuèrent à refuser de croire la chose. Faut dire qu'en même temps, ils passaient un peu pour des cons, depuis tout le temps qu'ils avaient dit que c'était pas fait par des humains. Mais alors, les cercles de culture, fake ou pas? Les céréalogistes, qui étudient donc les phénomènes des crop circles, se divisent en deux crews. Alors déjà, ceux qui pensent que les crop circles ne sont pas humains, la théorie qui domine chez eux est, sans surprise, celle des aliens, des anciens astronautes, tout ça, hein. Alors, on va se concentrer dessus. Et cette théorie a deux champions, deux mecs qui sont censés montrer à quel point les recherches sur le sujet des extraterrestres est avancée. Alors, le premier est un certain et regretté William Levelgood. Mais alors, qui est-ce? Eh bien, c'est assez difficile à dire, puisque la seule biographie sur lui est sur le site de la BLT Research Team, fondée par lui-même dans les années 90. Bon, du coup, c'est pas hyper fiable, quoi. Et cette fondation s'occupe des recherches sur les agroglyphes, sans surprise, mais elle n'est reliée à aucune université ou autre organisme de recherche officiel. Bref, il était quand même dit dans la biographie de William Levengood qu'il avait été prof à l'université de Toledo, à la Ball State University et à l'université du Michigan. Mais, bon, en consultant le site des universités, impossible de trouver nulle part la moindre info sur un certain professeur Levengood qui y aurait enseigné. Voilà, comprenez que c'est un petit peu difficile à avaler quand on sait surtout que la plupart des théories qui ont été avancées sur les crop circles extraterrestres viennent tout simplement de lui. Bon allez, peut-être que le deuxième larron est un petit peu plus fiable que le premier. Bon, on s'avance un peu, mais voyons voir ça plus en détail. Il s'agit en fait d'un certain Elto Hasselhoff, qui est
auteur de livres sur les agroglyphes. En tout cas, il a un doctorat. C'est marqué quand même quasiment à chaque fois à côté de son nom. Par contre, c'est pas peine d'avoir cherché, impossible de savoir sur quoi a porté sa thèse, ni dans quel domaine il l'a passé. Bon, peu importe, du moment qu'il a de bonnes théories. Mais en fait, bah non, pas tant que ça. Parce qu'en réalité, le mec ne fait que commenter positivement les théories de Levengood. Ouais mec, t'as raison, c'est bien, vas-y, continue, on va les avoir, tout ça. Et il n'y a aucune trace de leurs travaux sur le site de Persée, qui pourtant est un petit peu comme un Wikipédia des universitaires, et qui inventorie un nombre astronomique de publications scientifiques et dans une multitude de langues. Le seul moyen de trouver apparemment leurs travaux, c'est d'aller sur leur site, qui n'est donc validé par personne d'autre qu'eux-mêmes. Bon, et du côté des partisans des agroglyphes humains, on a quoi? Premièrement, on a le KIPAP, Un comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze. donc voilà pour l'italien, et donc c'est un comité de scientifiques et d'universitaires italiens. Viennent ensuite des amateurs qui proposent dans leur blog ou alors dans leur site des théories sur l'origine humaine des agroglyphes, par exemple Patrick Gross ou le Cercle Zététique, donc a priori des mecs qui ont un peu plus de bagou scientifique. Mais alors, quels sont les arguments des deux parties ? Les partisans de la thèse extraterrestre utilisent différents arguments pour défendre leur théorie. Et l'un des plus récurrents est que les tiges de blé, couchées dans les agroglyphes, explosent et que les nœuds, c'est-à-dire les petites articulations végétales qui sont sur les tiges, s'allongent parce qu'ils ont été soumis à une puissante énergie, potentiellement radioactive. Ou encore, selon eux, les tiges explosent puisque l'eau qu'elle contient est soumise à une chaleur si intense qu'elle se met à bouillir instantanément, plus de 100 degrés, etc. Vous connaissez le principe, provoquant donc l'éclatement. Et toujours selon eux, donc, quant aux nœuds qui s'allongent, le phénomène serait dû à des micro-ondes ou des sortes de radiations qui ont bombardé massivement les plantes. Bon, voyons maintenant du côté des humains ce qu'on a à répondre à ça. Déjà, si le blé est soumis à une chaleur si intense, comment expliquer que les céréales tout entières ne soient pas cuites? Ensuite, il n'y a pas d'image avérée de tiges montrant des anomalies qui puissent être le fait d'une explosion. Alors certes, les tiges sont bien fondues, pliées même, autrement dit des actions qui sont tout à fait à la portée d'un être humain lambda, mais il n'y a pas de cavité d'expulsion comme le disait Levengood. En tout cas, il n'y a pas d'image disponible sur le phénomène. Alors que bon, de nos jours, c'est pas non plus compliqué de prendre son smartphone et puis prendre une petite photo quoi. Et pour ce qui est des nœuds présents sur les tiges, alors certes, là il y a des changements de forme et même des allongements, mais c'est tout simplement dû à Dame Nature. Et oui, parce que c'est pas parce que le blé est couché qu'il meurt instantanément. Il continue de pousser et dû au phénomène de phototropisme, c'est-à-dire la capacité de la plante à pousser en direction du soleil, un peu comme les tournesols, il pousse vers le soleil tout simplement. Et les angles prononcés visibles sur les blés couchés, dont beaucoup de photos circulent, sont également en réalité visibles sur les blés complètement banals, prélevés dans des champs qui n'ont jamais été victimes d'agroglyphes. Mais alors, la radioactivité dans tout ça. Parce que oui, si le blé a été bombardé avec des ondes de l'espace, des énergies radioactives, tout ça, il doit y bien avoir des traces, quelque chose de mesurable. Eh bien, une équipe de télé belge a fait analyser quelques épis à des chercheurs après avoir passé le champ au compteur Geiger. Et du coup, le compteur est resté complètement muet lors de leur passage. Et le résultat est que la radiation du blé est tout à fait normale, autrement dit quasi nulle, parce qu'il y a de la radioactivité naturellement partout dans la nature, mais à des doses infinitésimales. Mais bon, ne perdons pas espoir, c'est peut-être pas la radioactivité, mais ça doit venir d'autre chose quoi. On va voir ça. Des insectes morts ont été retrouvés dans les blés couchés. Eh bien pour répondre à ça, comme un peu dans les champs habituels qui sont entretenus avec des pesticides, c'est-à-dire dans beaucoup de champs, mais pas dans tous, et pas à la même dose à chaque fois. D'où le fait qu'il y ait des variations là-dedans. Et après tout, même les animaux ne choisissent pas où ils meurent. Dans certains champs, le blé a été tressé. C'est impossible qu'un humain puisse faire ça. Oui, ça c'est déjà un argument un peu plus intéressant. Alors c'est un phénomène un petit peu particulier, mais il est vrai que parfois on retrouve des épis de blé tressés entre eux dans les cercles de culture. Quand je dis tressés, c'est plutôt vaguement entrelacés. Et encore. Pour les agroglyphes, on ne parle pas de tressage complexe, mais simplement de la superposition de différentes couches de blé orientées dans des sens différents. Comme si avec votre tamis vous passiez comme ça sur le sable, et ensuite comme ça, et puis comme ça, et comme ça, et comme ça. Du coup ça donne un côté un petit peu entrelacé. Donc blé tressé, non, mais plutôt blé orienté dans différents sens. Et effectivement, oui, ça a été observé dans certains cercles de culture. Mais encore une fois, tout simplement, il s'agirait du passage de l'homme, qui est tout naturel lorsqu'il façonne ses figures de cette manière-là. Car les faiseurs de cercles, on va pas s'y tromper, ils doivent effectuer des tracés, se rendre au centre des figures qu'ils font et en délimiter le périmètre avant de les tracer. Et les passages à pied ne s'effectuent pas forcément dans le même sens de celui dans lequel le blé a été couché, quoi. Et en plus, certaines figures nécessitent des passages dans des sens différents, comme je l'avais dit. Mais il suffit pour ça de regarder le schéma de tracé des agroglyphes pour s'en rendre compte. Et ça, vous pouvez le trouver sur internet, c'est-à-dire la démarche qui est faite étape par étape pour réussir à tracer un agroglyphe. Mais les figures qui sont faites sont ultra complexes. Des gens avec des cordelettes et des planches pourraient jamais faire ça. C'est vrai que les figures sont quand même pour le moins impressionnantes. Pas mal d'entre elles. Très belles même, putain j'adore, c'est magnifique.
La seule chose qu'on peut dire au premier abord, c'est « Putain, c'est trop beau, c'est forcément fait par la nature. L'homme, il est trop con pour faire un truc aussi beau. On est vraiment trop con. » Eh bien, oui, enfin non, puisque si on s'y attarde d'un petit peu plus près, on peut remarquer que les crop circles sont en réalité des figures géométriques assez simples si elles sont prises chacune individuellement, c'est-à-dire des cercles, des carrés, des triangles, et c'est lorsqu'on les assemble tout entiers qu'ils peuvent former quelque chose de beaucoup plus complexe. Mais il faut aussi savoir que les agroglyphes sont bien sûr préparés longuement à l'avance. Les mecs, ils viennent pas avec leurs bâtons et leurs cordes dans les champs et disent « Bon, les mecs, on fait quoi ?» Il y a du travail avant. Comme ils l'expliquent eux-mêmes, il y a un membre qui réalise le tracé des figures à l'aide d'un piquet et d'un décamètre, tandis que les autres aplatissent le blé. D'ailleurs, quand on fait un petit peu attention, on remarque que le centre des figures, ou des agroglyphes, se situe assez souvent le long de sentiers que laissent les tracteurs lorsqu'ils passent, pour que les faiseurs de cercles évitent de laisser des traces lorsqu'ils arrivent sur le terrain, bien sûr. Ah mais les figures sont toujours parfaites, hein. Alors oui, ça semble parfait comme ça, vu du ciel, mais seulement si on les regarde pendant 2 secondes. Mais à l'inverse, si on se met à zoomer et qu'on est un petit peu plus attentif aux détails, eh bien hélas, c'est pas si parfait que ça, puisque on peut trouver des irrégularités en fait un peu partout. Et même parmi les plus beaux crop circles, putain ça c'est pas un humain qui peut le faire. Bah, eh bien en fait on peut voir que certaines lignes sont légèrement plus longues que d'autres, que parfois ça a été un peu oublié. Bon, voilà, en fait ces figures, de loin, elles semblent parfaites, mais seulement de loin. Mais tout est réalisé en pleine nuit et personne ne voit jamais rien. C'est vrai, la nuit les agriculteurs dorment, et ils ne voient rien. Et quand bien même, les faiseurs de cercles peuvent œuvrer quand même dans l'obscurité. Et pour l'occasion, un crop circle a d'ailleurs été tracé de nuit sous les yeux d'une équipe de télévision. Et au cas où, 3 faiseurs de cercles confirmés ont publié un bouquin, The Field Guide, The Art, History and Philosophy of Crop Circle Making, dans lequel ils expliquent les bases du traçage de crop circle dans les champs. Et les sphères lumineuses? Les sphères, te dire celles qu'on voit sur les vidéos des années 90, et dont l'auteur lui-même a avoué que c'est un faux. Que te dire, quoi, que te dire. Bon, et le fameux dessin de 2002, celui avec le martien qui tient un message codé en binaire, hein? Ah oui, celui-là, il était quand même impressionnant. C'était quand même une belle construction très troublante. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, cette espèce de grand disque avec ces espèces de petits trous représente en fait du code binaire, c'est-à-dire des messages faits en 0 et 1, comme nos ordinateurs. Et quand même, parce que c'est troublant, il avait été traduit en anglais à partir de langage ASCII. Et en le retraduisant en français, voilà ce qu'on peut apprendre dessus. Méfiez-vous des porteurs de faux présents et de leurs promesses fallacieuses. Beaucoup de douleur, mais il y a encore du temps. Croyez, il y a du bon là-haut. Nous nous opposons à la duperie. Fermeture du canal de communication. Voilà, un message très énigmatique. Mais là-dedans, il y a un petit souci, c'est qu'en fait, le langage ASCII dans lequel a été fait le message est en fait périmé depuis les années 90, soit près de 12 ans après que ce crop circle ait été apparu. Et oui, parce que depuis, on avait évolué avec les ordinateurs et on était passé à l'Unicode. Donc, si ce sont les extraterrestres, du coup, ils ont utilisé un langage périmé pour parler à nous. C'est comme s'ils venaient sur Terre et qu'ils nous envoyaient des messages en latin, quoi, ou en grec ancien. Ils ont loupé une époque, quoi. Voilà, c'est un peu con de se dire qu'ils ont loupé une époque, alors qu'a priori, ils ont des technologies si avancées, quoi. Et du coup, maintenant qu'on a avancé plein de choses en faveur quand même des humains, est-ce que les partisans des extraterrestres, eux, peuvent avancer des arguments un peu plus retors? Est-ce qu'il y a des arguments? Oui, bon bah ok. Il y a des faux agroglyphes, enfin, des vrais mais faits par des hommes, et il y en a des vrais faits par des aliens. Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, il y a une méthode pour identifier ceux qui sont faits par les hommes. Oui, je vais vous dire comment faire. Et le rapport de VK, qui est un organisme qui est partisan de la thèse humaine, indique 7 principes qui permettent d'identifier l'origine humaine des agroglyphes. Premièrement, leur visibilité. Ils sont situés dans des zones qui sont facilement visibles, qui sont facilement accessibles, quoi. Je veux dire, les champs de blé ne sont pas protégés par des clôtures, donc on peut entrer et sortir comme on veut dedans, comme dans un moulin extraterrestre. Bref. Après tout, les faiseurs de cercles sont des artistes, le travail veut être vu. Deuxièmement, l'emplacement pratique. Si la figure est située dans un champ bordé par une route, dont on peut facilement accéder au centre à partir des sentiers tracés par les tracteurs, eh ben, c'est plutôt humain. Troisièmement, en faveur des humains. Si la chronologie de traçage de la figure est simple, et ça, on peut le déterminer selon la façon dont le blé a été couché. Quatrièmement, s'il y a l'existence de sentiers cachés dans le blé, ou plutôt sous le blé, et oui parce qu'il arrive qu'il y en ait, qu'il faut bien que les faiseurs de cercles se déplacent. Mais bien sûr, ils sont invisibles depuis le ciel, et il faut être directement sur place pour pouvoir le constater. Ils sont malins, quoi. Cinquièmement, s'il y a des défauts, même minimes, dans la géométrie, typiquement comme on avait dit avant, le fait que les lignes soient pas tout à fait de la même taille, que parfois c'est un peu plus gros, un peu plus petit, tout ça. Sixièmement, si l'agroglyphe cherche volontairement à attirer l'attention, autrement dit s'il veut se rendre encore plus grand ou encore plus complexe que ses prédécesseurs, et s'il contredit les dernières théories en date des céréalogistes, ou qu'il a été simplement réalisé lors d'une date d'anniversaire.
d'un précédent agroglyphe. Fais-lui perdre des humains. Après tout, les anniversaires, c'est un concept un peu humain, quoi. Je sais pas si les bonhommes verts fêtent leur 992e année. Bah oui, parce que dans l'espace, il y a plus vraiment de temps qui passe, quoi. Ils tournent plus autour du soleil, et puis, bon, je dérive, ça n'a pas de rapport. Et enfin, 7e, si l'agroglyphe est sujet à controverse, c'est que rien ne prouve qu'il est vrai. D'autant plus que le phénomène d'un vrai crop circle extraterrestre n'a jamais été codifié. On ne sait pas ce qu'un crop circle extraterrestre pourrait avoir de spécial. Et bien voilà donc pour les 7 principes sur lesquels on peut se baser et qui montrent que c'est fait plutôt par des humains. Bon, voilà, en conclusion, on peut dire quand même que la balance penche quand même un petit peu en faveur des humains. Un petit peu beaucoup. La théorie extraterrestre est un chouïa compliquée à défendre et croyez-moi que ça me fend un petit peu le cœur de dire ça. Car avant de me pencher sérieusement sur les crop circles avec mon équipe et de voir les vidéos plus en détail, etc., j'étais plutôt en faveur des êtres venus d'ailleurs, au moins sur une partie des crop circles, même si beaucoup d'entre eux pouvaient être faits par des humains. Mais après avoir potassé le sujet, eh bien en quelque sorte, quelle déception de voir que même pour la petite partie qui pouvait être fait par des êtres venus d'ailleurs, en fait, ça ne tenait pas la route. Rien ne permettait de penser que c'était fait par des petits aliens, avec leur petit aspirateur de l'espace ou leur boule magique. Et pourtant, c'est pas preuve d'avoir cherché. Mais bon, on peut aussi supposer que j'ai pas fait tout internet, et donc si vous trouvez des arguments consistants en faveur de la thèse des extraterrestres, eh bien n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, quoi. Et des trucs un peu plus consistants, j'espère que... de toute façon, tout le monde sait que c'est les aliens, toi tu dis que de la merde. Pouce rouge, voilà. Mais de nos jours, n'essaie-t-on pas de justifier un peu trop vite par les extraterrestres, comme autrefois on expliquait tous les phénomènes incompris par les dieux et la magie. Par exemple les éclairs, du coup c'était les dieux qui étaient pas contents, etc. Et maintenant, tous les phénomènes qui restent, comme la magie et les dieux, ont été balayés peu à peu par la science, il ne reste plus que les extraterrestres, pour donner encore un peu d'enchantement au monde. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les extraterrestres n'existent pas, hein, on est d'accord. Mais en l'occurrence pour les crop circles, voilà. Mais le plus étonnant avec ces agroglyphes, c'est que quand même, ça n'est qu'une quantité incroyable de blé, hein, et que tout le monde semble s'en foutre royalement. Sauf les agriculteurs. Car oui, les machines agricoles sont faites pour faucher le blé lorsqu'il est debout. Lorsque le blé est couché, il est foutu, on peut plus le récolter. Les machines agricoles ne sont pas conçues pour ça, et de toute façon avec les intempéries et les pluies, et l'eau qui vient dans le sol, le blé couché finit par pourrir, tôt ou tard. Mais quoi qu'il en soit, même si les aliens n'ont pas été de la partie, pour cette fois, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et au final, ça ne retire en rien la beauté des agroglyphes, qui sont sans doute des œuvres des humains aussi belles qu'éphémères. Tôt ou tard, l'agriculteur doit passer un coup de moissonneuse-batteuse dans son champ. Bref, moi les anguilles, je vous dis à la prochaine, et je vais aller fantasmer en attendant sur les pyramides. Bye.